Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tinder Surprise spécial Halloween. Alors je rappelle rapidement le concept. Il s'agit ici d'une histoire d'un date qui s'est mal tourné, que ce soit pour le mec ou la nana, donc venant d'un article du Nouvel Obs. Et spécial Halloween parce qu'on va changer un petit peu. Ici c'est le mec qui va passer un sale quart d'heure. En général, je préfère plutôt prendre des histoires où c'est un mec qui n'a pas réussi et c'est la fille finale qui est partie, donc pour savoir un petit peu ce qu'il faut améliorer. Et comme c'est Halloween, une période où on aime se faire peur, je trouvais intéressant de parler du coup du genre de date qu'on n'aimerait pas vivre et auquel on essaierait d'échapper le plus rapidement possible. On est ici donc avec Victor, 23 ans dans la com, c'est lui qui raconte, et Danaël, même âge dans la com aussi. Donc assez pratique, on est sur des profils quasi identiques. Et pour vous dire, l'histoire de Victor est si improbable que l'équipe de journalistes a dû faire une investigation pour être sûr que l'histoire s'est réellement passée sur l'accord de Victor, en contrepartie d'être bienveillant avec Anaël. Donc mise en contexte, il réinstalle l'application en arrivant à Paris pour rencontrer des filles et un peu de monde, puisque justement il a un cercle d'amis à recréer. Donc Victor nous dit, les filles, quand elles matchent quelqu'un automatiquement, elles sont matchées en retour. C'est vrai. Nous, c'est différent. Il faut écluser beaucoup avant d'avoir un match. Ensuite, souvent, je laisse me parler. J'ai oublié de préciser un petit peu auparavant qu'il était beau gosse. Forcément, le physique, ça joue énormément, tout en sachant se mettre quand même en valeur. Conseil rapide, si tu ne te fais pas aborder au bout d'un moment, je conseille de prendre les rênes en main et de lancer la discussion. Si ça commence par un ça va, déjà c'est mort. La suite ne sera pas une discussion convenable. Là, en l'occurrence, quand je match avec Anaël, c'est cool. Elle me parle de jeux vidéo. Entre parenthèses, je dis que je joue dans ma bio. On fait des blagues là-dessus. On échange pendant 2-3 jours, puis un soir, en sortant du boulot, on se dit, on se fait chier, on n'a qu'à aller boire un verre. Elle me dit, viens dans le bar en bas de chez moi, les bières sont à 3 balles. Ça, j'avoue, c'est un tour de force à Paris. Alors là, déjà, moi, je suis du Nord et j'ai débarqué à Paris il y a peu. Si tu me parles d'une pinte à 3 €, ça me plaît. J'avais dit bon point, même si j'ai un doute sur la qualité. Et oui, on peut m'avoir facilement avec des pintes à 3 €. Quand elle me dit en bas de chez moi, j'imagine que c'est dans son quartier. Mais non. Non, c'est vraiment en bas de chez elle. Je commence à avoir l'habitude des rencarts Tinder, il y a des signaux qui ne trompent pas. Celui-ci veut dire qu'elle pense me faire monter chez elle après le verre. Donc petite pause pour te rassurer si c'est pas un cas de figure récurrent. Là, le mec, il n'y a pas grand chose à analyser puisqu'il n'a fait extrêmement peu, il s'est laissé désirer. Apparemment, son profil lui avait bien tapé dans l'œil, d'où l'intérêt de bien se mettre en valeur sur les photos et de faire une bonne bio parce que parfois ça peut faire vraiment plus de 50% du taf. Ça m'est moi-même arrivé d'être tombé sur des filles et sur lesquelles j'avais vraiment pas grand chose à faire. Si c'est aussi ton cas, je te conseille justement de ne pas en faire plus que ce qui est demandé. Car si tu es désiré dès le départ, le rapport de force qu'il y a en début de toute relation est à ton avantage. Il est en général dur à gagner, donc là, ça n'a pas intérêt d'essayer de le perdre. Il vaut mieux essayer de jouer une légère inaccessibilité, ce qui ne va ne faire que renforcer son désir. On reprend. Bref, on s'assoit, elle paye la première tournée. Déjà touchdown dans mon cœur. Donc là on voit, l'affaire est vraiment pliée dès le départ. Si elle te donne rendez-vous dans un bar juste en bas de chez elle et elle paye la première tournée, hormis lui raconter que tu t'amuses à tuer des petits chatons tous les premiers dimanches du mois en gloire à Satan, il y a peu de chances que tu arrives à ne pas terminer chez elle. On commence à parler, la discussion est en somme assez cool. Il est question de jeux vidéo encore et on fait des blagues. On enchaîne les pintes, on est de plus en plus bourré. On parle peu et on rit fort. Elle vole des pintes à des filles parties fumer, qu'on boit très vite. Alors là, petit temps mort, on a quelque chose d'assez intéressant. Je pense pas que je suis obligé de te refaire le point sur ce que cherche réellement une fille lors d'un date. Elle cherche à être stimulée, elle cherche à vivre des émotions. Les phrases qui vont sortir d'un date qui n'aura pas marché, ça sera bah, il était plat, c'était calme, c'était très plan-plan. Bref, il n'y a pas eu d'étincelle. Et comment on génère l'étincelle? En créant de l'émotion. Alors ça va être avec ce que tu vas raconter, la manière dont tu vas le faire, mais ça peut être aussi avec ton environnement. Et souvent pour trouver de la sensation, ça peut être aussi dans quelque chose d'un petit peu illégal. Alors moi clairement, je ne suis pas un moralisateur. Il y a assez de monde sur YouTube pour te dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce que tu devrais faire ou pas faire, pour que je puisse rajouter aussi mon grain de sel là-dedans. Mais quelque chose d'un peu similaire m'était arrivé où j'étais avec une nana qui me plaisait un petit peu en début de soirée, on était dans un groupe. On avait démarré dans un appart, on avait bougé, on a fait un peu le tour de la ville et on était en train de rentrer vers ce même appart. J'avais pas réussi encore à briser la glace avec elle, et puis en fait on s'est retrouvés à être un petit peu en arrière du groupe. Et après quelques mètres, à commencer à parler un petit peu de tout et rien, on tombe sur un camion de livraison, grand ouvert, avec un type qui avait l'air assez occupé à essayer de recharger les machines, les distributeurs où on a les snacks, les canettes, etc. Et donc il y avait des sortes de palettes. Et il y avait une assez grosse palette de mini canettes de coca. Je tiens à préciser, la soirée avait été quand même plutôt arrosée. Et là je lui dis, écoute, t'as des bonnes baskets, je crois qu'il y a moyen d'avoir du coca gratuit. Et là au début elle a l'air un peu choquée, puis après elle a l'air de comprendre, et elle fait d'accord. Donc je m'approche du camion, c'est elle qui fait le guet. Je
commence à sortir avec la palette, elle est quand même assez lourde, et là, en fait, le mec se retourne, donc on commence à courir. Elle est devant, moi je commence à perdre des canettes, commence à sortir de la petite palette, et tant bien que mal, on arrive quand même à l'appartement complètement essoufflé avec les canettes, et content de présenter notre butin honteusement volé aux autres de la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tout le monde devait rester dormir, je me suis retrouvé à dormir à côté d'elle, et puis de fil en aiguille, on s'est rapprochés, et une bonne partie de la nuit s'est finalement passée dans la salle de bain. Voilà, quelque chose qui je pense en grande partie est dû à ce moment justement, à cette montée d'adrénaline, cette montée d'émotion qui a à faire quelque chose d'un peu illégal. Bon, j'en suis pas forcément fier, mais ça a joué énormément. Parenthèse finie, on retourne à l'histoire. Donc les verres sont volés, les filles reviennent et nous soupçonnent. Vous auriez pas vu des gens qui ont embarqué nos bières? Tout bourré, on répond tant bien que mal. Non, ce serait vraiment très con de voler des bières à 3 €, qui ferait ça? Bon argument. Là, forcément, elles se disent que ce n'est pas nous. Au bout de 6 ou 7 pintes chacun, on décide de bouger. Dans ma tête, je n'exclus pas de rentrer chez moi, ça ne me gêne pas. On a passé une bonne soirée, ce n'est pas trop grave si elle ne se termine pas dans un lit. Voilà. Mais elle me propose de monter chez elle. J'ai envie de pisser, pas envie de retourner dans le bar, on s'amuse bien, j'accepte. Et en plus, il joue le difficile. Mais comme je disais, je pense que ça aide aussi. Bon, elle habite au 5e étage, sans ascenseur, c'est pas cool. On finit par arriver chez elle essoufflé. Son appartement est un concept étonnant. J'ai essayé de le dessiner sur Paint pour des potes, je n'ai même pas réussi. Il y a un petit escalier qui mène à de petites toilettes sans petite porte. Appelez ça les chiottes en cascade. Si tu te rates, que tu pisses à côté, ta petite rivière peut littéralement parvenir jusqu'à son lit. Ah bah les apparts à Paris, hein. Elle sort donc de l'appartement pour que je puisse me soulager et je veille à bien viser. On finit par s'embrasser, on commence à se chauffer, nous voilà nus et je suis sur le point de la pénétrer. Je suis un peu comme un guerrier à ce moment-là. J'essaie d'armer mon truc, de bien viser quoi. Et c'est un moment stressant. Si tu vises à côté, c'est nul. En même temps, avec 3 litres de bière dans le ventre, je comprends que ce soit pas forcément facile. Et là, alors que je suis bourré et qu'un préservatif m'habille, je relève la tête et elle pleure. Je rebaisse les yeux vers ma tub, un peu décontenancé. Avant même de m'occuper d'elle, je suis super vexé. Bon, ok, c'est pas un king size, mais pas non plus 3-4 cm. Mon petit soldat vexé rend les armes et part faire la gueule. Évidemment, on arrête tout. Ouais, les pleurs, ça, personnellement, j'ai jamais expérimenté. Après, ça veut dire tellement de choses. Le prendre pour soi en premier lieu, c'est pas forcément pertinent. Je pense que ça amène en général à une discussion. Bon, par contre, ça a un bon côté tue l'amour. On retourne à l'histoire. Déjà parce que le mascara envahit les draps. Entre parenthèses, elle en a aussi plein le visage. Et puis aussi parce que c'est pas sexy de renifler en sanglots. J'ai peur d'avoir fait un truc, d'avoir eu un geste déplacé. Je me demande si elle pense à son ex, à son chien, à un PV impayé. Ouais, tu m'étonnes, à ce moment-là, tu retournes l'histoire de la soirée pour comprendre ce qui a bien pu se passer. En fait, elle a l'alcool triste. Elle m'explique qu'elle se sent seule, j'ai un peu envie de lui crier « Coucou, je suis dans cette pièce avec toi ». Elle dit qu'elle ne se sent pas désirée, que sa vie est merdique, que Donald Trump est président des États-Unis et qu'il fait froid parce que c'est l'hiver. C'est pour ça que je déconseille les grosses caisses aux soirées. C'est quitte ou double, moi je préfère juste boire ce qu'il faut pour être désinhibé d'un côté et de l'autre, ça paye mieux en général. J'essaie de la consoler, elle me fait de la peine, mais je ne sais pas quelle est ma place exacte là-dedans. Je ne suis pas son copain, je ne suis pas son plan cul, je ne suis pas un ami, je suis son date Tinder. C'est particulier. Je n'ai pas envie d'être envahissant ou au contraire pas assez présent, c'est un moment gênant. Je lui caresse les cheveux, je la prends dans mes bras, mais je me sens de plus en plus mal à l'aise et pas dans un environnement sécurisé. Au bout d'1h30 à essayer de la réconforter et alors qu'elle se calme, j'envisage de rentrer chez moi. Il est 3h du matin, j'ai envie de retrouver mon lit. Et moi aussi, je veux me mettre en PLS. Je m'habille tranquillement, je mets mon pantalon, mes chaussettes, doucement, puis je lui dis « Bon, je vais te laisser parce que je vois que c'est pas le bon moment ». Honnêtement, après 1h30 d'assistance psychologique et prendre des pincettes comme ça, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus, mais bon, je sens que ça va pas forcément se terminer bien. Aucun sous-entendu de « Désolé, on ne baisse pas, je me casse ». Ouais, non, là t'as donné, hein, les 1h30, c'est plus que de la politesse à ce stade. Juste, ça me semblait évident que je n'allais pas rester dans cette ambiance. Et là, qu'est-ce qui ne me frôle pas pour aller se fracasser contre le mur? Une table basse. Une table basse. Eh ben, on y arrive. Bon, déjà, je suis super impressionné par sa force. La table est petite, mais elle a réussi à la balancer et elle a éclaté contre le mur. Là, je me dis, ne te retourne pas, ça doit être une erreur. Ah oui d'accord, donc en fait le mec était face à la porte et il voit vraiment la table basse lui passer ras les oreilles. Il devient néanmoins un peu évident qu'il est temps de partir. Euphémisme. J'ouvre la porte sans me retourner pour pas qu'elle voie que je suis en train de me pisser dessus. Entre parenthèses, oui j'ai peur, je ne sais pas si elle est armée. Une lampe de chevet vient alors se suicider dans le couloir. Rest in peace, lampe de chevet. Ok, là ça devient violent, mais on sent que le mec arrive quand même à prendre du recul, à tourner ça à la dérision après coup. J'atteins le couloir et je me crois sauvé. Elle ouvre la porte en mode porte des enfers, mais non, elle est juste armée d'objets
improbable. Je descends donc les escaliers en courant, en évitant toutes sortes de projectiles que je n'identifierai pas tous. Je me souviens juste d'un bouquin et d'une casserole. Entre parenthèses, ça tu comprends ce que c'est parce que tu reconnais le bruit. Mais il y en a plein d'autres, chaussons, tabourets, concombres, je ne saurais jamais. Je sors dehors, je claque la porte, j'appelle un hitch. Le mec arrive en 2 minutes. Je lui raconte brièvement ce qui s'est passé quand il repère une petite cuillère échouée dans mon bonnet. Évidemment, il rit. Je l'aime beaucoup moins d'un coup. Cet épisode est encore trop frais pour que je trouve ça drôle. Il se marre jusqu'à ce qu'on entende un bruit sourd sur le capot avant. Ploum. Il ne rit plus. On se regarde, c'est une tranche de jambon. Oui, une tranche de jambon. Elle a lancé une tranche de jambon par sa fenêtre. En plus, le mec Hitch est rebeu. Ah, le gag ne s'arrête jamais. Je ressens une gêne supplémentaire, il me dit « Je sais ce que t'as pensé » par rapport au fait qu'il était rebeu. Donc elle vide son vricot par la fenêtre, il démarre en trombe. On n'a plus jamais été en relation, j'ai attendu 2 ou 3 jours pour voir si elle me reparlait en voyant son silence. Je suis parti sur la pointe des pieds, je l'ai enlevé de mes matchs. Je crois qu'il n'y a pas mieux à faire. Termine par son avis sur l'application. Il est indéniable que c'est une bonne chose. Les défenseurs du « tu peux la rencontrer ailleurs », il est indéniable que c'est une bonne chose. Les défenseurs du « tu peux la rencontrer ailleurs », dans un bar par exemple, n'ont rien compris. Jamais tu vas voir une fille dans un bar, tu risques de te faire chier inutilement. Ou alors c'est un contexte particulier, genre tu es chauffé, tu es un peu saoul, elle l'est aussi peut-être, ce n'est pas la même chose. Et si elle ne fréquente pas tes lieux habituels, ce serait quand même con de passer à côté d'une histoire cool parce qu'elle est au bar d'en face. Et puis surtout, quand tu allumes Tinder, tu es plus ou moins disposé à engager une conversation. La notion de consentement est pleinement présente, c'est vrai. En plus, la plupart du temps, tu fais ça chez toi, posé entre un film et une clope, et du coup, tu te sens bien détendu. Ça supprime déjà pas mal de problèmes. Alors, pas mal de petites choses là-dessus, même si le mec, s'est fait un peu clairement désirer du début à la fin, enfin jusqu'à ce que ça se complique. J'ai remarqué qu'il avait quelque chose qui, je pense, doit plaire pas mal aux nanas. Il a peut-être oublié d'en parler, mais il y a eu quand même 3 jours de discussion, donc son style a pu transparaître, mais c'est quelqu'un qui tourne beaucoup les choses à la rigolade. Si on inversait ce genre d'histoire, que c'était une fille qui l'avait vécu avec le tabouret qui lui passe à côté du visage, des casseroles qui étaient jetées dans l'escalier, là, ça aurait fait un article dramatique sur mademoiselle.com avec des commentaires assassins vis-à-vis des hommes. Là, non. Le mec raconte son histoire en la tournant la dérision et il arrive en plus à la fin à rester quand même assez positif par rapport à l'application. Et c'est quelque chose qui doit transparaître dans un petit peu sa façon d'être et la manière dont il voit les choses. Passer une soirée avec lui, ça doit être agréable. Enfin, on sent que c'est quelqu'un avec une bonne intelligence sociale. Maintenant, c'est clairement pas l'histoire qu'on a envie de vivre. Au final, il ne s'est rien passé. Ça a été du temps. Enfin, je pense que la pire des choses, c'est être obligé de faire le psychologue pour quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Parce que c'est de la prise d'otage émotionnelle, c'est quelqu'un, le pleur, ça va attirer la pitié. C'est quelque chose que tu as dû expérimenter toi aussi pendant les soirées. Il y a toujours parfois, ça peut même être un mec aussi qui va pleurer. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les amis qui sont là justement, et c'est pour ça que les amis sont là. Ils sont prêts à supporter ça parce qu'ils se connaissent depuis des années. Ils vont se rendre ça service les uns les autres, à se soutenir dans des moments difficiles. Toi, c'est quelqu'un avec qui tu as parlé 3 jours, être obligé de perdre 1h30 de ta soirée, t'es crevé, au final c'est quelque chose qui n'aboutit pas, et évidemment c'est pas obligé que ça aboutisse, mais tu as le droit aussi de répondre à tes propres besoins, comme celui justement de dormir dans un endroit sécurisé, parce que le pire c'est que si en plus rester, c'est imaginer un réveil avec quoi ? Une personne qui est dans un état psychologique assez instable, peut-être qu'elle aura honte de ses pleurs, ou peut-être qu'elle va renchaîner là-dessus, donc c'est aussi un peu une épée de Damoclès sur ton dimanche, tout simplement. Et bref, je pense qu'il n'aurait pas pu mieux agir, il a pris de son temps pour justement accompagner la personne, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas être accompagnées, surtout justement si elles ont l'alcool méchant ou triste. Parfois il y a des problèmes sous-jacents, parfois il y a un problème psychologique, parfois il y a un problème psychiatrique. Ça m'est déjà arrivé parfois d'être tombé sur une fille qui était bipolaire, avec des retournements de situations hyper violents, passant du tout au tout. Quelque chose que je peux pas me permettre de critiquer. J'ai aussi une personne dans mon entourage qui le laisse. Je sais que c'est des choses difficiles, mais il y a des traitements qui vont avec ça. Des traitements qui se marient mal avec l'alcool. Si la personne n'arrive pas trop à gérer ça, je ne peux que conseiller d'essayer de prendre des distances parce que c'est quelque chose qui peut être très très difficile à gérer et malheureusement c'est un peu la vie et de malheureux c'est toujours pire qu'un seul. Et donc le fait justement d'être rentré par la suite c'était un peu la meilleure option. Il a même attendu plusieurs jours d'avoir une réponse de la personne, peut-être qu'elle aurait pu s'excuser en expliquant que il y avait quelque chose qui était tombé dessus d'un coup, mais quand la personne commence à expliquer son mal-être par une élection présidentielle dans un pays qui est à des milliers de kilomètres de chez soi et même du froid de l'hiver, ça ne sert à rien de sacrifier une nuit entière à essayer de raisonner dans quelqu'un qui est dans cet état. Enfin bref, clairement le date qu'on n'a pas envie d'avoir, mais on est à l'abri de rien, et moi je pense que ça fait partie des expériences, et je suis content de pouvoir m'en imprégner, puisque c'est toujours enrichissant. J'espère que ça t'aura enrichi
toi aussi. Je commence à avoir des retours positifs par rapport à ce format, donc je vais poursuivre. Petit instant pub, si tu souhaites t'améliorer sur Tinder, augmenter ton nombre de matchs, apprendre à créer des discussions addictives, savoir comment passer un date, comment passer justement du date à une mise ensemble, eh bien je t'invite à aller dans la description sur mon site, en apprendre un peu plus sur moi et prendre rendez-vous. Voilà, je te remercie pour ton attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!